L'édito du jour en compagnie d'Yves Pasco, on parle de l'Aquarius et après. Bonjour Yves. Bonjour Alexandre. Alors vous souhaitez revenir ce matin sur l'affaire dite de Oui l'Aquarius. Alexandre, voilà un peu plus d'une semaine que cette affaire fait à juste titre la une des médias. Maintenant que le navire est arrivé à Valence et que la situation des personnes secourues va être examinée, le temps est venu de tirer quelques enseignements de cette séquence. De cette séquence folle pourrait-on dire. Ouais, folle, hystérique vous voulez dire. À écouter les réactions politiques, on se serait cru revenu à l'été 2015 quand 1 million de personnes sont remontées depuis la Grèce vers l'Allemagne et que l'espace Schengen était au bord de l'explosion. La surenchère politique et médiatique a passé sous silence le fait que les arrivées en Europe ont très largement chuté et que Schengen a été renforcé par l'action des États et de l'Union européenne. Autrement dit, si la situation n'est pas parfaite, cela va quand même mieux qu'en 2015. D'accord, mais le refus de l'Italie d'ouvrir ses ports est une nouvelle donne. Nouvelle certes, mais pas surprenante, cette décision illustre en réalité le changement du paysage politique en Italie. En 2013, la réponse du gouvernement d'Enrico Letta face à l'absence de solidarité des partenaires européens avait été de lancer une vaste opération de sauvetage en mer. Aujourd'hui, c'est une autre politique qui l'emporte, celle de la fermeture des ports italiens aux personnes secourues. C'est en effet une illustration parlante. Oui, et qui ne doit pas être vu comme un épiphénomène en Europe, car quand on voit le nombre croissant de gouvernements dans lesquels siègent des représentants de l'extrême droite ou de la droite extrême. Il n'est d'ailleurs pas surprenant de voir ressurgir l'idée d'ouvrir des centres de protection européens dans les pays d'origine ou de transit, idée qui sera certainement discutée lors du prochain Conseil européen de juin. Intellectuellement, elle peut être séduisante puisqu'il s'agit d'identifier dans les pays tiers les candidats à l'asile qui pourront alors être admis dans l'Union européenne et d'empêcher ceux qui souhaitent venir pour d'autres raisons d'y accéder. Séduisante, mais... Mais on s'y prend comment en fait, Alexandre? Avec qui et avec quelle garantie? Il faut d'abord qu'un pays tiers accepte l'établissement d'un tel centre sur son territoire, mais avec qui allons-nous dealer? L'Égypte? La Turquie? Le Niger? La Libye? Ensuite, il faut que des ressources humaines et logistiques considérables pour procéder à l'enregistrement, à l'identification et à l'administration de chaque cas. Qui le fera? Des agents du pays d'accueil, des agents des États membres de l'Union européenne ou encore des agences européennes, voire des Nations unies? Ou tout cela à la fois? Et avec quelle responsabilité et quelle garantie de respect des droits fondamentaux? Si l'idée fait son chemin, elle pose aujourd'hui plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et enfin, il faut souligner que si ces centres devaient avoir pour objectif de rejeter un grand nombre de demandes d'asile, ils ne régleront aucun problème, car comme aujourd'hui, les candidats rejetés s'en remettront aux passeurs et autres criminels. Merci Yves Pasco pour cet édito. On vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. À la semaine prochaine.